Bonsoir, bienvenue au Forum des Images. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, je voulais juste vous dire bonjour en tant que représentante du Forum des Images. Je vais tout de suite inviter Pauline Gérardo-Chevaucheur à me rejoindre ici pour faire la présentation de cette soirée, mais vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à regarder ce qu'on a dans notre programme pour tout le mois de mars. Des programmes sont à votre disposition. Si vous voulez voir ce qu'on a, je ne vais pas vous faire la pub maintenant, mais on a plein de choses à venir. On a notamment une rencontre avec Valérie Donzelli ce week-end, alors venez nombreux. Merci. Merci beaucoup Mélanie, merci d'être là ce soir. Moi je me présente, donc je suis Pauline Gérardo-Chevaucheur de Documentaire sur grand écran, qui est une association de diffusion du cinéma documentaire qui œuvre partout en France et même dans le monde, mais régulièrement au Forum des Images, puisque tous les mois, on programme des doubles séances de films documentaires. D'habitude, c'est des avant-premières précédées de films de patrimoine, mais la prochaine, ça sera le 1er avril, et ça sera un format un peu différent, puisqu'on va passer le 2e volet de la trilogie de jeunesse de Wang Bing, donc Les Tourments, qui fait 3h45, mais suivi d'une discussion avec Wang Bing. Donc ça, on est vraiment super contente pour avoir vraiment une soirée entière dédiée à Wang Bing. Mais sinon, en ce moment, on organise le festival Best of Doc, qui est partout en France. Vous avez vu la bande-annonce. Le concept, c'est la reprise des 10 meilleurs films documentaires sortis l'année d'avant pour leur réoffrir 2 semaines de projection pour rattraper les films que vous auriez loupés. Et à cette occasion, on montre le film Needs Island, donc de Quentin Lelguache, Kiem Barbier et Guillaume Cos, dont l'un des 3 cinéastes fera partie de cette table ronde. Et c'est aussi par rapport à ce film, d'ailleurs, qu'on avait montré en avant-première au Forum des Images l'année dernière également. Donc vraiment, on se suit. C'est une affaire qui dure. C'est à cette occasion aussi qu'avec ce film qu'on a eu envie de monter cette table ronde pour vraiment discuter de la question des films documentaires qui sont faits à partir dans les univers des jeux vidéo, puisque c'est vrai que dans la programmation documentaire, notamment au festival, les films qui sont dans les jeux vidéo étaient beaucoup déjà du format court-métrage et beaucoup du côté plutôt de l'expérimental, d'être vraiment sur interroger le jeu en tant que sujet, les limites du jeu ou voilà, la mise en place du jeu. Et en fait, avec également Bac à Sable, avec des films comme Needs Island qui est sorti même en salle, là on a commencé à voir des films longs métrages et avec une démarche documentaire presque classique en fait dans l'univers de ces jeux vidéo, et ça nous a interrogé sur en quoi les évolutions des jeux vidéo permettent aussi de nouvelles créations de films documentaires. Et étant moi-même néophyte en jeux vidéo, je trouvais ça intéressant d'avoir aussi quelqu'un du point de vue du cinéma documentaire à la modération. Donc merci à Marion, et je vais inviter Marion Bonneau de la Cinémathèque documentaire à me rejoindre, et c'est elle qui va vraiment vous introduire à cette table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et venez aussi quand même. Alors, merci beaucoup d'être toutes et tous avec nous aujourd'hui pour réfléchir aux films documentaires qui sont réalisés dans les jeux vidéo. Merci au Forum des Images de nous accueillir, et puis merci à Documentaire sur grand écran de nous réunir, parce que ce sont des questions passionnantes qu'on va se poser ensemble. Et merci à vous 3. Donc Nicolas Bailleul, Charlotte Chérissi et Quentin Lelguache d'avoir accepté de nous éclairer en partageant vos approches et vos expériences de réalisation. Vous avez tous les 3 été invités car vous avez réalisé des films qui entretiennent des liens avec l'univers vidéoludique et qui appréhendent le jeu vidéo comme un espace qui nous en apprend beaucoup sur le monde hors jeu. Alors, je vais essayer de vous présenter brièvement. D'abord toi, Nicolas, tu es chercheur et artiste. Pour ta thèse, tu travailles notamment sur l'espace de la chambre, investi et exposé dans le cadre de la création et la diffusion de contenus en ligne. À travers la réalisation de films documentaires, d'installations et de performances, tu t'intéresses au monde virtuel, aux espaces connectés et aux infrastructures du web. En 2019, tu as réalisé Les Survivants, dont on verra peut-être un extrait tout à l'heure, récit inspiré de ta propre expérience en tant que joueur et enquête sur tes coéquipiers de jeu. Un film dans lequel les temporalités et les espaces s'entremêlent et s'interpénètrent. En 2024, tu as réalisé Boolean Vivarium, dans lequel, en compagnie de Léo, tu t'attelles à la création d'un jeu vidéo dans lequel on assiste au pourrissement d'une maison inhabitée. Rapidement, le jeu en cours de création fait étrangement écho à la réalité que vous vivez.
Tu me dis si tu veux rajouter quelque chose. Alors, Charlotte, toi, tu es monteuse, tu travailles notamment avec Virgile Vernier et tu es cinéaste. En 2023, avec Lucas Azemar, vous réalisez Bac à sable, un film dont on verra des extraits aussi tout à l'heure, entièrement tourné dans un serveur francophone de GTA V, où vous parcourez la ville de Los Santos à la rencontre de personnes qui font du jeu de rôle un véritable engagement et investissent les personnages de leur avatar avec un grand sérieux. C'est l'occasion pour vous de vous interroger sur la manière dont au sein de GTA Live se déploie un écosystème social qui fonctionne grâce au partage des tâches et des ressources et qui s'organise autour de ces institutions et du respect des règles assurées par la présence de personnes modératrices. Et donc, même si vous étiez promis de plus faire de films ensemble, avec Lucas, vous écrivez actuellement une fiction. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Okay. Et toi, Quentin, donc tu as développé un travail plastique mêlant plusieurs médiums, sculpture, photographie, vidéo et dessin. En 2017, tu réalises également dans GTA V Marlowe Drive en collaboration avec Ekiem Barbier et Guilhem Cos. En trio, vous réalisez ensuite le film qui a été évoqué tout à l'heure par Pauline, Needs Island, en 2023. Le titre complet, c'est Needs Island, l'île sans fin. Et on le retrouve donc actuellement en salle dans le cadre du festival Best of Doc organisé par Documentaire sur grand écran. C'est un travail que vous réalisez en immersion dans les espaces virtuels du jeu vidéo DayZ. Il faut que je prononce comme ça, oui. Et dans lequel vous explorez les 250 km² de ce monde post-apocalyptique pour aller à la rencontre des communautés qui s'y forment et tenter de toucher aux frontières du jeu. Alors, avec vos films, tous les trois, vous proposez d'observer au sein de l'espace vidéoludique des fictions qui se jouent, les représentations qui se forgent et les interactions qui se créent en nous permettant de saisir à chaque fois, et non sans quelques vertiges, ce qui vient se mêler du réel et de l'imaginaire pour nous montrer que le jeu fait partie intégrante de la vie. Et donc, je vais commencer cette discussion en faisant une introduction que j'espère ne sera pas trop longue et peut-être en proposant une définition du jeu et en revenant à celle d'un historien néerlandais spécialiste de l'histoire culturelle qui s'appelle Johan Huizinga, qui a écrit en 1938 un ouvrage intitulé Homo Ludens, essai sur la fonction sociale du jeu. Et selon lui, le jeu avait une définition que je trouvais intéressante. C'est une action ou une activité volontaire accomplie dans certaines limites fixées de temps et de lieu, suivant une règle librement consentie, mais complètement impérieuse, pourvue d'une fin en soi, accompagnée d'un sentiment de tension et de joie, et d'une conscience d'être autrement que dans la vie courante. Donc le travail de Huizinga, il a montré l'importance des jeux en tant qu'activité constitutive de nos sociétés. Et ces interrogations anthropologiques et sociologiques ont ouvert la voie à d'autres recherches, notamment celle de Roger Caillois. Et dans son ouvrage « Les jeux et les hommes, le masque et le vertige », publié en 1958, il évoque une notion qui me semble être assez intéressante pour notre réflexion aujourd'hui et qui parle de corruption des jeux. Alors que lui, en tant que sociologue, il considère que le jeu et la réalité sont des modes bien distincts, que chacun obéisse à des règles qui leur sont propres. Il affirme qu'il peut y avoir contamination, c'est-à-dire que le jeu et la réalité peuvent finir par s'entremêler. Et juste pour resituer un peu peut-être la réalité des jeux vidéo, selon une étude qui date de 2024, il y aurait 1,8 milliard de joueuses et de joueurs qui jouent aux jeux vidéo comptabilisés dans le monde. Et le développement technologique des jeux vidéo s'est accru au fil des années et ça a permis un élargissement et une diversification des usages. Selon une étude du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs réalisée en 2022, tous les âges sont globalement consommateurs de jeux vidéo en France. 95% des enfants entre 10 et 17 ans sont joueurs et joueuses et 68% des adultes. 23% des personnes interrogées jouent plusieurs fois par jour et 29% tous les jours ou presque. Depuis la fin des années 90, début 2000, et c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, Pauline, on assiste à la popularisation des jeux vidéo en ligne et massivement multijoueurs.
Ce genre de jeu vidéo associe jeux de rôle et jeux en ligne multijoueurs, permettant à un grand nombre de personnes d'interagir simultanément dans un monde virtuel. Ce type de jeu, par la persistance de son environnement et l'implication qu'il demande, crée des rapports sociaux entre joueurs et joueuses particulièrement forts, avec l'apparition de phénomènes qui existaient peut-être moins avant, et c'est ce à quoi on réfléchissait tout à l'heure avec Charlotte. Mais donc, il y a des communautés virtuelles de personnes joueuses qui se créent à ce moment-là. Et peut-être qu'il y en avait d'autres, sous d'autres formes avant. Et c'est notamment au sein de ces types de jeux que vous avez tourné vos films. Et ça, c'était une question que je me posais, à laquelle vous allez peut-être répondre. C'est des films qui, je crois, peuvent quand même correspondre à la catégorie des machinima. Et pour vous expliquer ce que c'est que le machinima, c'est un terme qui aurait été proposé en 2002 par le journaliste et pionnier du genre Hugh Hancock. Et c'est un mot qui est formé par machine, cinéma et animation. Et c'est un terme qui désigne l'utilisation détournée des moteurs 3D présents dans les jeux vidéo actuels afin de produire des films reprenant partiellement ou totalement les décors du jeu en question, de son histoire, de ses personnages. C'est des réalisations qui sont assez accessibles parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une grosse équipe de tournage. Elles sont participatives et communautaires et en raison de leur... En fait, elles sont d'une forte hybridité formelle parce qu'elles empruntent à la fois les codes du cinéma, du théâtre et notamment du théâtre de marionnettes, du clip musical. Et ça fait un univers qui recycle un peu les représentations vidéoludiques et qui crée des effets d'écart, de disjonction et de polyphonie. Et donc, au sein de notre discussion d'aujourd'hui, l'idée, ce serait de voir comment les jeux vidéo ont évolué en espace de rencontre pour les joueurs et les joueuses et d'expérimentation pour vous, cinéastes. Les jeux vidéo qui sont un peu devenus des terrains à explorer à la rencontre d'autres individus qui s'y meuvent en tissant des liens dans un cadre qui impose certaines normes. Et voilà, pour vous, en tant que cinéaste, je pense que c'est des espaces qui sont investis et qui impliquent aussi des nouvelles conditions de tournage qu'on abordera dans un second temps de la discussion. Et notamment, ça implique des questions techniques, de droit, des questions éthiques aussi qui se posent même quand on regarde vos films, en fait, en tant que spectatrice, on se pose plein de questions. Donc, avant de vous poser toutes mes questions, je me disais qu'on pouvait commencer par regarder un extrait de Marlowe Drive que tu as co-réalisé, Quentin, et parce que c'était un extrait que je trouvais assez évocateur sur ces questions justement de tension entre jeu et réel. Donc si, en cabine, Mathilde, tu peux lancer le premier extrait, c'est super. Do you think we are living real time right now? Living what? No, we're not. But we are talking. Yeah, but it's pixels. But this moment is real, no? This moment is what? It's real. No, it's not. Well, it's real, but the game isn't. I mean, what the fuck is that question?
Alors, déjà, comme j'ai beaucoup parlé, je me demandais si vous vouliez rebondir sur certaines choses et sinon peut-être juste aussi commencer la conversation en vous demandant quand vous vous êtes mis à vouloir réaliser un film dans un jeu, est-ce que vous aviez des références cinématographiques au préalable et comment vous en êtes emparé? Est-ce que ça a pu être un soutien pour vous? Est-ce que vous aviez des modèles? Est-ce que vous pensiez à des références? Voilà, Go. Merci déjà à tous d'être présents ici. Peut-être pour rebondir sur la question des machinima, moi j'ai souvent du mal à penser mon approche des films de jeux vidéo à partir de la question des machinima, parce qu'il me semble que on a tendance peut-être à penser l'univers du jeu comme un tout qui a à chaque fois des logiques différentes mais qui serait un peu uniforme. Et moi j'ai l'impression que en tout cas mon approche des jeux elle est très spécifique au type de jeu et au type de dynamique que ce jeu va produire. Donc en l'occurrence les 2 films de jeu que j'ai produits sont tournés de manière très différente et vont pas avoir du tout la même grammaire visuelle. Et quand j'ai commencé à faire un film, donc Les Survivants, sur une communauté de joueurs dans un jeu de survie, je crois que c'était pas vraiment une référence cinématographique, mais peut-être juste mon expérience déjà de joueur et de voir qu'est-ce que ça produisait comme relation dans cet espace. Et c'est peut-être à partir de justement cette dynamique que je trouvais intéressante, mais que j'arrivais pas vraiment à comprendre que le travail cinématographique a commencé. Et je crois d'ailleurs que quand j'ai commencé à travailler sur Les Survivants, j'avais une approche qui était beaucoup plus documentaire, avec vraiment un sujet beaucoup plus précis autour d'une anecdote autour du jeu. Et en fait, je me suis aperçu que vraiment l'expérience plus globale, plus générale que produisait le jeu, c'était le sujet du film et moins une anecdote presque sociologique dans mon approche, quoi. Mais c'est parce que oui, tout à l'heure avec Charlotte, on se demandait si dans la notion de machinima, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la fiction ou de la mise en scène ou de l'utilisation du jeu uniquement pour la mise en scène, ou si vous considériez aussi que votre approche pouvait être à la fois documentaire et de l'ordre du machinima. Mais donc toi, tu n'as plutôt pas l'impression, et Charlotte se sentait pas non plus tout à fait dans cette définition-là. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Quentin. Par rapport aux références ? Oui, et est-ce que tu te sens être dans une catégorie de réaliser pour machinima plutôt. Ouais, je parle toujours un peu au nom de nous trois. Je sais pas, cette histoire de machinima, on s'est toujours mis un peu à côté, un peu à distance de ça, parce que peut-être qu'on connaissait pas très bien la définition aussi. Et pour nous, c'était très relié à quelque chose de plus de l'ordre de la fiction, d'utiliser plus le jeu vidéo comme une sorte d'outil 3D, comme une sorte de cinéma 4D ou qui serait comme un outil pour faire de l'animation, et qu'on avait l'impression d'être plus un regard porté sur quelque chose qui était déjà mis en place, du coup plus proche du documentaire, et on n'avait pas l'impression de faire un objet qui était forcément lié au jeu vidéo, mais qui était plus lié au documentaire et qui était plus par rapport à des questions de réel et des réalités. Donc voilà, on s'en séparait un peu. Et au début, quand on a commencé à faire ce projet, on n'avait pas tant de références, pour répondre un peu à ta question avant. Nos références étaient plutôt des grandes références du documentaire, type Herzog ou Wiseman, que vous présentez là aussi. Et progressivement, on s'est un peu documenté par qu'est-ce qui avait été déjà fait par des artistes un peu de renom dans cet univers-là. Et on était assez vite tombé sur le travail de Chris Marker, qui ne donnait pas forcément lieu à des films, mais donnait plus lieu à des expérimentations, où donc, du coup Chris Marker avait comme développé un serveur dans Second Life, où il avait construit son propre petit musée, où il mettait ses œuvres dedans, comme une sorte d'archive un peu. Donc, il a fait ça à la fin de sa carrière aussi, d'archives de tous ses films,
Et en fait, il invitait des gens, donc il y avait déjà cette histoire de rencontre dont tu parles tout à l'heure, et il invitait ses potes artistes, type Agnès Varda, des gens comme ça, pour papoter autour de ses œuvres et tout ça. Et ça nous a vachement plu, déjà, de savoir qu'il y avait des gens d'une autre génération aussi qui s'étaient déjà penchés de façon ultra précurseur sur ce type de possibilités, quoi, sans leur donner forcément une forme finale. Bonsoir. C'est vrai que nous, on n'avait pas non plus l'impression que c'était du machinima, mais j'ai jamais compris la définition exactement. Mais par contre, c'est vrai qu'au début, nos références, en tout cas, je sais pas si c'était des références sincères, mais dans nos dossiers pour demander de l'argent, on avait mis des références et c'est vrai que c'était des films de machinima. Mais en fait, c'était comme si on avait besoin de donner une crédibilité à la possibilité de faire un film et aussi avoir une imagerie dans le dossier qui montrait que ça existe et qu'on est conscient de ce qui existe. Et pour le coup, c'est vrai que c'était plutôt Hôtel de Benjamin Nuel ou In Between Identities, que j'adore, d'Alexander Adam. Et c'est vrai que ça, c'était des films où on est plutôt avec des personnages non joueurs qui ont d'un coup leur vie propre entre des parties de jeu, enfin cet imaginaire-là. Et donc là, c'était clairement ce que j'identifiais comme du machinima, à savoir, comme tu le disais, en fait, de utiliser le moteur du jeu pour mettre en scène, comme le ferait un réalisateur de fiction, de films en prise de vue réelle. Mais en fait, on mettait ces références-là pour avoir un imaginaire possible de films dans les moteurs de jeu et tout ça, mais c'est vrai que ça correspondait pas du tout et que nous, ce qui nous a... On était plus proche on a regardé des films, des portraits de ville, genre sur Annecy, des choses comme ça, et c'était plus proche de notre film. En fait, notre film, c'était plus un portrait d'une ville et d'une communauté, bien que celle-ci soit virtuelle. Mais, ou pareil, on pensait à Wiseman, on cherchait plus dans notre recherche au montage, en tout cas, on était plus de ce côté-là, quoi. Finalement, d'un documentaire très classique. Et justement, vous parlez du fait que l'idée, c'était de faire des rencontres et que dans les jeux que vous investissez, il y a des différentes communautés, en fait. Moi, je pense que, par exemple, en voyant Need Silent, ça m'avait frappé que, par exemple, dans cet espace où le monde est en ruine, les communautés qui se créent soient des groupes qui soient très distincts les uns des autres et qui aient des objectifs qui soient totalement différents. Je ne sais pas si tu peux un peu parler de comment vous avez réussi à rencontrer et peut-être à vous intégrer parfois dans certaines communautés en réalisant tous les trois Need Silent. Ouais. En fait, du coup, il y a eu ce premier film, donc vous avez vu l'extrait, qui était Marlow Drive, c'était un peu plus concentré, de façon des fois un peu maladroite aussi, mais sur plutôt des singularités dans le jeu, qui était dans GTA. Et là, pour ce film-là, on avait très envie de plus prendre à revers aussi comment l'idée du jeu vidéo comme un lieu de solitude, forcément, mais plutôt comme un lieu de communauté, de partage. Du coup, le choix de Daisy de ce jeu-là pour Need Silent, ça a été ce choix-là aussi d'un jeu où il y avait des gens déjà rassemblés qui formaient des communautés assez fortes, même parfois un peu puristes, quoi, dans leur façon d'aborder le monde, enfin ce monde-là. Et du coup, l'immersion, par rapport à ta question, l'immersion dans ces communautés-là a été vachement plus compliquée qu'une rencontre singulière, quoi. C'est-à-dire que c'est déjà des choses fermées dans lesquelles il y a possiblement des rites de passage, parfois des rites de passage un peu violents, des choses comme ça, où en tant que documentariste, il fallait comme prouver aussi... En fait, la plupart des gens pensaient qu'on jouait, nous aussi, un roleplay documentaire. J'imagine que ça a possiblement pu vous arriver aussi. Et du coup, il fallait, à un moment donné, soit faire le choix d'accepter que c'est une fiction pour eux et ça peut être une fiction pour nous aussi, soit de chercher à se faire comprendre dans le sens où on est en train de faire vraiment un projet dans une réalité qui n'est pas celle du jeu vidéo et qui est quelque chose de financé avec du travail derrière et tout ça, quoi, et une écriture. Ouais. C'est vrai que nous, dans le cadre de notre film, c'était intéressant par rapport à ça. Parce que, du coup, nous, c'est un film qui se déroule dans un serveur de roleplay de GTA, comme tu le disais.
et dans lequel du coup il est formellement interdit de mentionner le monde à l'extérieur du jeu. Et il y a vraiment une équipe, on le verra dans un extrait, quoi, de modérateurs qui veillent à cette règle précise-là, quoi. On doit vraiment rester dans le cadre de la fiction tout le temps. Et du coup, c'est vrai que des fois, on essayait de dire... Enfin, on se présentait comme des réalisateurs et réalisatrices d'un film indépendant, documentaire. Mais il y a d'autres gens qui... Enfin, en plus, on avait une caméra de la chaîne locale d'information. Enfin, on avait obtenu cet accessoire caméra auquel on tenait en devenant journaliste dans le jeu, et il y a d'autres gens qui sont journalistes dans le jeu, beaucoup pour la télé locale, quoi. Mais du coup, on essayait des fois de dire que notre film, c'était pas que pour la télé à Los Santos, mais on pouvait pas, en fait... on disait oui, on a des subventions européennes, on va peut-être le montrer en France et tout, mais les gens croyaient que juste on densifiait nos personnages, enfin, et on pouvait... En plus, je sais pas, c'était bizarre, on n'allait pas leur dire non, mais nous, c'est plus vrai le film. Pas du tout, en fait. Eux, ils créent aussi des contenus qui ont des vies qui sont pas du tout moins vraies, mais et pour les questions de droit, c'est vrai que c'était pas évident, du coup. Mais, ouais. Ouais, du coup, moi, j'ai une petite question, parce que nous, ça a été un peu cette problématique de droit où on demandait les droits, mais on savait jamais si c'était la personne réelle qui acceptait ces droits-là ou si c'était la personne roleplay. Et comment vous avez fait, vous, pour avoir ça ? Ben nous, déjà, on pouvait pas les demander quasiment, parce qu'on n'avait pas le droit. Enfin, comme je disais, on disait non, mais nous, notre film, c'est aussi non, on pouvait pas dire que c'était à l'extérieur. On disait ce sera peut-être en Europe qui va être diffusé, mais on pouvait pas dire pour de vrai. Enfin, on reste dans le comme si, quoi. Après, on a contacté des personnes sur Discord, mais on n'a pas retrouvé tout le monde, donc il y a des personnes dont on n'a pas les droits. Enfin, après, je sais pas non plus, je suis pas très connaisseuse du droit à la voix. Est-ce que ce à quoi ça correspond? Mais après, la plupart, on leur a envoyé tout, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une zone grise en réalité. On se prenait la tête, nous, éthiquement, mais on ne va pas forcément suivre ce qui était prévu dans le déroulé, mais parce que vous abordez directement ces questions, et c'est des questions qui sont aussi intéressantes parce qu'il y a quand même, j'ai l'impression, une pratique très courante du jeu vidéo à enregistrer les parties et à les diffuser en ligne, et donc c'est peut-être un peu plus admis qu'il puisse y avoir une diffusion rendue publique de certaines parties et donc de son jeu en tant que personnage avatar du jeu. Et en même temps, quand on en discutait, Nicolas, toi tu m'avais dit que pour les survivants, tu avais quand même eu plein de questions qui s'étaient posées au niveau des droits et de l'éthique plus largement. Comment tu as répondu à ces questions que tu te posais ? Je pense déjà la différence par rapport à vos deux films, c'est que moi je travaillais sur un jeu qui n'était pas persistant, c'est-à-dire que c'était pas un jeu qui continuait à se maintenir, la vie du jeu ne se continuait pas quand on était hors ligne. C'est des parties qui duraient 30 à 40 minutes, qui vraiment repose sur du combat avec un objectif assez précis, ce qui fait que les rencontres que j'avais étaient assez éphémères et c'était très difficile aussi d'entretenir même de prévoir les discussions, et donc le film s'est un peu monté comme un journal de bord avec toutes les rencontres que je faisais sans pouvoir les prévoir et souvent sans pouvoir retrouver les personnes à qui je parlais. Et en fait, toute la difficulté, c'était justement de se présenter comme documentariste et en même temps de jouer au jeu, c'est-à-dire de ne pas non plus contaminer la partie du coéquipier en mal jouant parce que le coéquipier est là aussi pour jouer. Donc moi, je jouais réellement. En même temps, je posais des questions et donc il y avait cette espèce de difficulté à maintenir mes désirs de questionnement sur leur jeu, sur l'espace de la chambre qui apparaissait dans le micro de mes partenaires, et en même temps de maintenir, alors pas vraiment la fiction parce que c'était pas vraiment du roleplay, mais plutôt l'imaginaire du jeu, l'imaginaire militaire du jeu qui nous imposait. Et donc moi, à la fin, après 1 an de jeu et d'enregistrement, j'ai un peu fait le choix de produire un journal qui est assez proche d'une fable, en fictionnalisant beaucoup les discussions que j'avais avec mes partenaires, qui sont toutes authentiques, qui sont toutes des discussions que j'ai vraiment eues, mais pour justement répondre à ces questions de problématiques de droit à l'image, j'ai considéré que tout le monde
dans mon film étaient des avatars potentiellement imaginaires, potentiellement inexistants, en tout cas assez propres à cet univers du jeu. Donc je les ai cités, mais j'ai cité leur pseudo. Mais comme la plupart, j'ai pas pu les retrouver, à la fin, j'ai considéré que tout le monde était des personnages de jeu imaginaires. Et pour reprendre un peu le fil, donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu Need Silent, c'est un monde où j'ai l'impression qu'il y a les communautés se créent dans cet espace un peu en ruine avec des dangers comme des zombies et tout ça. Mais voilà, vous allez à la rencontre de communautés qui décident parfois de reconstruire le monde, parfois qui décident plutôt de se regrouper autour d'un désir de violence ou d'expériences extrêmes, et d'autres aussi qui s'organisent autour de certaines croyances ou de certaines personnes. Mais j'ai l'impression que c'est chacune qui décide un peu des règles qu'il et elle se donnent dans le jeu, alors que justement tu évoquais tout à l'heure, Charlotte, le fait que dans le serveur GTA dans lequel vous étiez, il y avait des règles à suivre, notamment celle de ne pas évoquer le hors-jeu, et que ces règles étaient, ces normes étaient, on veillait à ces normes grâce à des joueurs et des joueuses qui modèrent le jeu. Est-ce que tu peux un peu nous parler justement de cette manière qui est très différente de jouer, mais qui me semble très différente de jouer que dans DayZ? Voilà. Ouais. Mais c'est que je pense qu'en fait, nous, c'était cet univers-là du roleplay, il ressemble presque plus à, je sais pas, un théâtre d'impro. C'est peut-être pas le bon, mais je veux dire, c'est comme si on jouait ensemble à une fiction, quoi. On peut pas d'un coup, dans une pièce de théâtre, il y a rarement quelqu'un qui d'un coup va briser la diégèse sur le cadre fictionnel. Là où dans les univers dans lesquels vous avez fait vos films, j'ai l'impression que c'est aussi juste un espace social, et après chacun choisit les contrats ludiques dans lesquels il décide de se mettre. Mais oui, du coup, dans le jeu dans lequel on était, il y a en fait deux niveaux de maintien de l'ordre. Enfin, il y a à la fois on va dire un maintien de l'ordre qui correspondrait à une reproduction de celui qu'on a dans nos communautés réelles à l'extérieur du jeu, donc un système juridique, la police, la prison. Par exemple, si quelqu'un fait un braquage dans une supérette et se fait choper, il va probablement aller en garde à vue, peut-être devoir s'expliquer devant un juge, je ne sais pas exactement, mais quelque chose comme ça, peut-être finir en prison. En revanche, si on prend par exemple un personnage qui était en train de faire ses courses dans la même supérette, il doit interpréter la peur, il doit, je sais pas, se cacher ou appeler la police, faire comme il ferait dans le monde à l'extérieur de jeu si ça arrivait. Et donc là, s'il continue à faire ses courses comme si de rien n'était, il va potentiellement se faire téléporter sur un toit par un modérateur qui va lui demander pourquoi il n'a pas peur et tout ça. Et du coup, ces modérateurs, effectivement, ils veillent au bon respect du règlement, et ils essaient de garantir une bonne qualité de jeu qui passe donc par le fait d'interpréter avec cohérence son personnage. Et aussi, en même temps, à essayer de créer un espace un peu safe, donc qui n'est pas du racisme et du sexisme, même si on le verra dans l'extrait, c'est quand même assez flou ça, parce que si on a par exemple et on en avait beaucoup, je dis, parce que Nicolas nous a aidé à monter beaucoup de scènes sur des questions de racisme et de sexisme. Si quelqu'un a un personnage qui est identifiable très clairement comme une caricature de conservateur raciste, il va avoir le droit de proférer des insultes racistes, par exemple. Donc aussi, ça reste un peu ça dépend un peu du niveau d'éducation et d'attention à ces problèmes-là qu'ont les modérateurs eux-mêmes. Mais du coup, c'est marrant que je sais pas si on va le regarder là, mais c'est marrant que tu aies choisi cet extrait parce que c'est assez particulier comme moment dans le jeu, parce que donc vous l'auriez compris, c'est le seul endroit de hors-jeu, c'est donc sur les toits à chaque fois que se règlent les conflits. Et nous, au début, on voulait faire le film que à cet endroit-là,
Parce que du coup, c'est le seul endroit dans lequel on a accès aux joueurs, qui parlent de leur personnage à la troisième personne, qui évoquent les intentions qu'ils ont avec leur personnage, les choix qu'ils font pour le construire et tout ça. Et aussi, comme les modérateurs, ils règlent des conflits, ça veut dire qu'ils rentrent dans les détails un peu de scènes de fiction dans lesquelles ils étaient engagés. Donc il y a un hors-champ trop bizarre qui se forme un peu, ça devient... Nous, on a passé vraiment beaucoup de temps sur les toits, qui était aussi un mode de filmage un peu particulier, on pourrait y revenir, mais où d'un coup, il y a comme un réseau hyper monstrueux de petites fictions trop bizarres qui se passent en dessous au niveau du jeu, donc de la ville, sur le sol de la ville, un peu Los Angeles. Et c'était trop marrant ce hors-champ. Mais finalement, c'est quand même un moment bizarre du film. Pour les gens qui le verront, le reste du film, il est en jeu dans les fictions, quoi. Est-ce que tu veux on peut lancer La l'extrait petite maintenant, lettre, comme ouais. ça illustrera ce que tu dis. On peut lancer l'extrait 2, s'il te plaît, Mathilde. Tu m'entends, c'est bon? Ça va? Ouais, tranquille. Je me suis perdu dans l'hôpital. Oui, j'ai bien l'impression. C'est la première fois que tu fais du RP? Non? Tu connais un petit peu du coup. Ouais. T'as des vêtements ou pas? T'as réussi à en acheter? Ouais, j'en ai, ouais. Ok. Non, mais ils m'ont déshabillé parce qu'ils ont dû m'opérer. Et pourquoi tu t'es parti en courant du coup? Je suis allé au chiottes. Même mon médecin, il m'a retrouvé. Et puis après, il est ressorti. Puis je me suis perdu dans l'hôpital. Ok. Donc je te ramène à l'hôpital et tu finis ta scène du coup, c'est ça? Ouais. Ok. Ok. T'as pas de blues, t'as rien, genre, ils t'ont juste opéré. Ouais, ils m'ont mis à poil, ils m'ont piqué. Puis ouais. Ok, vas-y, ça roule. Bah du coup, je vais te ramener là-bas, je vais quand même voir un petit peu comment ça se passe. Si je vois que ça se passe bien, je partirai. Ok. Je te ramène là-bas. Ouais, attends. Attends, il y a une scène, je me suis fait choper par un admin. Salut Sarah, salut Stanley. Salut. Salut. Ouais, du coup, je peux savoir, il se passe quoi là? C'est la première fois que t'es là? Ouais. Est-ce que t'as lu le règlement? Comment ça? Mais moi, enfin, je connais pas du tout le jeu, hein. Je suis nouvelle dans tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu fais qui ne se font pas sur le serveur. Tout ce qui est Alt F4, tout ça. Ça se dit pas? Ça se dit pas? Est-ce que dans la vraie vie, tu vas arriver, tu dis ouais à quelqu'un hein, qui t'énerve, tu dis ouais, je vais le TF4. Bah, tu dis quoi? Dis-toi que là, tu joues comme si t'étais dans la vraie vie. Donc dans la vraie vie, on tu peut vas pas, jamais on peut dire pas, ouais, je vais dans le la vraie TF4. vie. Ah si. Mais la vie de ma mère, moi, je sais pas, moi, je connais pas. Là, tu fais du roleplay en fait, En fait, t'es censé être une actrice, tu joues à un jeu. Ah, ok. Désolé, je savais pas du coup, hein. Je savais pas. Quand tu veux quitter, par exemple, tu dis bah faut que j'aille dormir. Va lire la définition de roleplay sur Et Google. c'est où? C'est où? Tu tapes sur Google, tu tapes roleplay définition. Évite de parler mal comme ça, surtout dans un lieu public où il y a du monde. Regarde, c'est un petit nouveau qui se pointe, il t'entend parler comme ça, il dit ah mais on a le droit de le faire. Et du coup, potentiellement, il va harceler les femmes ou il va tenir des propos déplacés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais après, pour harceler les femmes, frère, c'est pas moi qui... En fait, Non, j'ai j'ai pas dit que tu l'avais fait. Ouais, J'ai un gros problème dans notre société, tu vois, avec les femmes, le manque de respect envers les femmes, et on évite de ramener ça dans le jeu, tu vois, et comme ça tout le monde est bien. Ouais. Après, bon, quand c'est la femme qui chauffe, c'est que même le mec se fait harceler, hein. Y a pas que la femme. Les propos racistes, antisémites ou toute autre discrimination concernant la religion ou l'ethnie d'une personne sortie d'un contexte roleplay est interdit. Ah bah écoutez, j'irai rigoler ailleurs. Vous allez me tuer du coup? Un vieux raciste méchant, allez jetez-moi du toit quand on finit ça. Non mais là on t'explique que... Vas-y, on peut pas parler avec des... J'ai bien compris. Vous voulez pas de moi, bah jetez-moi par-dessus bord et qu'on n'en parle plus. Je pars en paix avec moi-même.
Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que tu bousilles tout en faisant un peu le troll. Là, on n'est pas en RP, on est là pour t'expliquer des choses, et en fait, tu ne prends pas au sérieux, et ça m'énerve. Bah si je vous prends au sérieux, vous avez lu le règlement devant moi, j'ai pas le droit de faire ça. Ah, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui va pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que tu vois ce que je veux dire, en fait. C'est ça. Quoi, là, genre, si je parlerais normalement. Voilà, ça serait on pas parle ça. normal, on discute normal. Ouais. Y a pas de jetez-moi du toit, qu'on en finisse. Non, mais, ok. Non, mais après Voilà. c'est un concept. Ah, mais je suis d'accord avec toi, mais. Si on peut pas être raciste, c'est pas un souci. Hein. En fait, t'as pas compris ce que j'ai dit. On parle d'une chose en RP qui s'est passée qui peut ne pas faire rire certaines personnes, tu vois. Oui, bon, bah après, Voilà. je le conçois. Le problème, c'est moi, c'est tout ce qu'il y a là autour. Là, on peut parler correctement et tout, ça me va. Mais quand on essaie d'expliquer des choses, c'est bien qu'on soit pris au sérieux. Ah, mais moi, je te prenais complètement au sérieux. C'est juste que, ouais, je voulais pas sortir de mon rôle de A à Z. Du coup, ton personnage, je suppose qu'il est américain, et il dit votez Zemmour, quoi. Ouais, mais ça, t'inquiète, c'est un mec. Et tu as dit quoi d'autre d'origine. Et du coup, on est bien d'accord que du coup, tu as dit je vote Éric Zemmour ou je sais pas quoi, et tu étais KO, ou tu étais par terre, tu étais inconscient. J'étais inconscient. Voilà, C'est c'est ça. dans Et mon tu n'es pas stockage. censé parler du coup. Mais juste, ça m'étonne que ça rentre dans ton background, cette histoire. Non, mais c'est mes origines françaises. Vas-y, explique-moi le background de ton personnage un petit peu. Explique-moi un petit peu d'où il vient. Moi, je viens de Paris. Je suis un ancien mec au chômage. T'as capté, donc j'ai pris l'aéroport et je suis arrivé ici sans beaucoup de moyens. Et voilà. Ok. Et du coup, première chose que tu fais quand t'arrives aux États-Unis, parce que tu viens de la France, c'est de faire la propagande de la politique française, quoi. Voilà. Ok. Je suis un infiltré. Ok, et bah, moi j'ai un peu l'impression que tu me prends juste pour un débile pour le coup. Oh, c'est pas vrai ça. Du coup, Kevin. Oui. Bonjour, oui. Pardon. Et je vais être ban perm du serveur. Oh non. Parce que en fait, si tu me prends pas au sérieux, je vais en venir là, quoi. Voilà, on est d'accord. En fait, généralement, je dis toujours une sanction plus grosse que ce que je veux faire et je vois comment il réagit. Et là, bah, il s'est enfui, donc bon. Ouais. Ok, et bah parfait, c'est tout bon. Vas-y. Vas-y. Merci, ciao. Pas de soucis, vas-y, bon pas toi. Alors attends, 2 secondes. Hop, ouais, désolé. Aucun problème. Du coup, je voulais savoir, généralement, les gens, ils restent combien de temps installés ici? Alors ça dépend beaucoup, il y en a certains, ils aiment beaucoup changer de vie souvent, qui peuvent rester que 1 mois, il y en a ils restent 6 mois, et il y en a ils restent tout le temps en fait, ils commencent une nouvelle vie en arrivant sur l'île et ils comptent la finir sur l'île, quoi. Donc ils repartent jamais. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu l'échelle de la ville, sa démographie? C'est assez intermittent, ça change beaucoup en fonction du moment de la journée. Il y a beaucoup de monde le soir surtout. Ça se compte en centaines de personnes. Mais il y a déjà eu des milliers en même temps, en simultané. Mais oui, tout à l'heure, Charlotte, tu disais que c'était un moment qui était assez particulier dans le film. Et je suis d'accord, et en même temps, je trouve qu'il révèle énormément d'enjeux qu'il y a dans la question du jeu et ce que ça implique, que ce soit le sérieux avec lequel on incarne son personnage, l'idée aussi qu'on se fait de l'espace du jeu comme un espace qui doit pas forcément être comme dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, dans le hors-jeu, parce qu'il dit à un moment donné, par exemple, oui, c'est un problème dans nos sociétés, donc ne ramène pas ça dans le jeu, voilà. Et donc je trouvais que c'était assez parlant. Et aussi, on voit petit à petit, il y a un des moments où on voit la personne qui ne veut pas lâcher son rôle de personnage et qui finit par glisser, mais qui reste dans son jeu de rôle très, très longtemps. Et du coup, je trouve que ça montre aussi le sérieux et l'engagement qu'il y a des personnes joueuses pour leur jeu de rôle, quoi.
Je sais pas si tu veux rebondir ou préciser certaines choses. Peut-être juste une chose que je me disais aussi, c'est vrai que ça a été aussi utile, je sais pas, c'est pas un super mot, mais précieux en tout cas aussi ce matériau-là dans notre film, parce que comme je te le disais un peu juste avant qu'on commence la table ronde, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes non familières de ces univers-là qui identifiaient pas du tout ce que c'était ce film, qui ne croyaient pas que c'était un documentaire en fait. Je pense à ma mère ou des gens de son âge qui connaissent pas particulièrement ces univers et qui, même après que je lui ai expliqué plein de fois ce qu'on faisait, croyaient quand même qu'on était allé dans un logiciel de 3D fabriquer des personnages, qu'on avait écrit des textes, qu'on avait fait jouer à des acteurs, donc vraiment qu'on avait fait un machinima pour le coup, ou un film en 3D, mais oui, vraiment plus proche du cinéma d'animation. Et comme le reste du film, on ne parle pas des joueurs, mais c'est juste des personnages qui interagissent, c'est vrai que c'était un peu trop... Enfin, des gens un peu familiers identifiés assez vite parce que ces voix sont fragiles et que c'est tellement étrange ce qui est raconté qu'on a du mal à imaginer que quelqu'un l'ait écrit et mis en scène et dirigé tout ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est le seul moment du film qui nous permettait aussi juste narrativement de raccrocher un petit peu le public, on va dire, qui savait pas où on était jusque-là. Bon, ça n'a pas suffi quand même, hein, mais... Enfin, si on connaît pas du tout, c'est trop blanc, je pense, mais tout de même, d'un coup, d'avoir qui parlent du jeu, qui disent le mot roleplay et tout, c'est vrai que ça nous a aidé au montage. Ouais, voilà. Et justement, dans le fait que le hors-jeu puisse se faire sentir dans le jeu, il y a différentes façons. Toi, Nicolas, dans Les Survivants, tu poses directement des questions sur la description de l'espace où on joue, quoi. Et puis, il y a aussi d'autres types d'éléments qui peuvent donner des indices ou des indicateurs sur la réalité de la personne qui est en train de jouer, que ce soit le matériel qu'elle utilise, qui, du coup, peut, je sais pas, donner peut-être juste une indication sur la qualité de son matériel technique, voilà. Et donc, je voulais savoir, toi, par exemple, comment tu faisais surgir le hors-jeu au sein du jeu et comment tu réussissais à le faire exister. En fait, je pense pas que je le faisais vraiment surgir. Je trouve que ce qui est intéressant et beau dans les films de jeu, c'est que le hors-jeu est tout le temps là et il apparaît dans les bugs de texture qui sont juste le matériel qui suit pas, qui apparaît dans le grésillement du micro et même dans les scènes de RP. C'est pour ça que le roleplay dans les jeux vidéo, c'est aussi intéressant pour comprendre les jeux, parce que c'est une tentative effrénée d'essayer de maintenir la fiction, et on voit qu'on est toujours rattrapé par l'hors-jeu, qu'on n'arrive jamais à être un bon acteur jusqu'au bout, qu'on n'arrive jamais à créer une simulation complètement immersive, complètement parfaite de ce qui serait une réalité alternative, quoi. Et moi, en l'occurrence, c'était pas des jeux de roleplay, donc c'était vraiment des jeux avec un gameplay, où la mécanique de jeu prime, et le hors-jeu s'offrait à moi, justement. C'était dans des moments de discussion qui étaient toujours en contraste avec la scène en cours. Donc quand on est en train de jouer en plein combat, j'entends dans le micro de mon partenaire ou de ma partenaire, en l'occurrence mes partenaires, parce que c'était que des garçons avec qui j'ai joué, et j'entends les parents qui rentrent dans la chambre, qui disent c'est l'heure de manger, et tout d'un coup il y a le réel, enfin j'aime pas dire réel, justement le hors-jeu, quoi, c'est l'espace physique qui vient contaminer l'espace virtuel. Et je crois que c'est vraiment propre un peu à tous les... alors on aime peut-être tous les trois pas trop, ou on comprend pas trop le terme de machinima, mais peut-être en tout cas il y a une forme de machinima réflexif où c'est des films de jeu qui racontent toujours cette ambiguïté d'un lieu qu'on aimerait dire irréel, mais en fait qui est juste une extension du hors-jeu, quoi. Et dans Les Survivants, en l'occurrence, c'était vraiment des extensions souvent physiques, par les textures, par le micro, par les discussions que j'avais avec les joueurs. Dans mon deuxième film, Boolean Vivarium, justement, le jeu était presque un prétexte pour raconter justement cette interface entre le jeu et le hors-jeu, parce que donc là, on était avec un joueur que j'ai rencontré en jeu, mais avec qui j'ai fait une résidence physique dans un lieu de résidence, et la création du jeu devenait un prétexte pour voir qu'est-ce que ça produisait comme
comme rapport social dans le hors-jeu. Et finalement, le décor du jeu était presque anecdotique. En fait, ce que je racontais, c'était plus ce qui se passait dans la frontière que ça produisait, justement. Non, c'est juste, je me suis rendu compte sur le trajet que c'était un point commun qu'on avait dans les 3 films, vraiment ce moment où, du frère ou de la sœur, du parent qui parle au loin, en fait de la réalité, ou je sais pas comment on l'appelait, c'est le hors-jeu ou la réalité à un moment qui s'insère là-dedans. Et quand même, on l'avait tous les 3 laissé au montage. Sûrement même, on l'a un peu cherché, cette chose-là. On l'a peut-être collecté. On en a choisi un avec préciosité, tout ça. Et je me rendais compte que peut-être il y avait un truc où... un truc assez drôle, c'est que ça s'inversait. Où du coup, le monde du jeu vidéo fictionnel, imaginaire, d'un coup posé d'une manière assez sérieuse, ce mot sérieux qu'ils aiment bien répéter, les joueurs quand même, d'un coup, dès que le réel s'insère, ça devient un moment poétique, comme un imaginaire dans le réel. Là, c'est le réel qui s'insère comme une sorte de beauté et qui se révèle, quoi. Et je sais pas, c'est un truc un peu en l'air, mais je pensais à ça sur le chemin. Et tu évoquais le fait que tu avais rencontré Léo, la personne avec qui tu fais le film Bullet Vivarium en jeu. Et je trouve ça fou aussi que ce soit une sorte de prolongation de ce que vous avez, d'une relation que vous avez créée dans un univers virtuel et que vous prolongez dans le réel et que ça donne un film après. Dans Ned Silent, vous faites aussi des rencontres qui donnent lieu à des moments de partage qui sont assez intimes. J'ai choisi un extrait avec Chill Pilgrim que vous rencontrez. Je ne sais pas si t'aimerais en dire 2 mots avant qu'on voit l'extrait ou si tu veux en discuter après. Peut-être je peux en parler après, vu que je le connais pas. Extrait ? Ouais. Oui, allons-y. Alors, on va lancer le 3e extrait. Hey. Hi there. How you doing? Fine, and you? Yeah, pretty good. Took us long enough to get together. Yeah, finally. Nothing we can do about the undersea cable breaking. Seems to be working pretty good now. And you weren't able to go to internet? My internet? No, it always worked. It just got really slow. I'm on a 20 meg line, 20 up, 20 down only. It's really expensive in Africa for fast internet. Yeah. So that's all I can afford at the moment. Alright guys, what do you want to do? I think there's a place with a cave, the devil's asshole or whatever. Oh yeah. I think it's that way, okay? You know, I work in film and media as well. I work in advertising. Yeah, you were doing that today. Yeah, until like a half hour ago. I wish I still remembered the French I knew growing up. I was born in Canada. I could speak French when I was like 5 years old. We're on opposite sides of the earth, but I'm at the southernmost point that you can get to on the African continent. And you're very far north in Europe, actually. But yet here we are, talking like we are neighbors. Hello? Anyone down there? My name is Chilco. We're coming in. Get careful. It's pretty beautiful down there, actually. Sometimes this world can feel less than the real one. That's why we're all here. It's what draws us back in. It's the urge for escapism. There you are. Is it working? Rechecking the connection there. It seems to be right.
I like to come home after a hard day at the office and go for a long walk into the night. Sometimes I don't even talk to people or go into any of the towns, and it's soothing. You might say I'm an insomniac. I don't sleep a lot. I'm up every night till about 2 or 3 a.m., about 7 days a week mostly. I just enjoy spending as much time as I can, feeling this sort of calm and peaceful world around me. Do you know, I think of it sometimes like it's like my local pub or my bar. You know, you go there in the evening for a drink, you see your friends, but you also see the same people, you see the same people you hate, the same people you like. It's just like a pub. If I had to distill it into a single sentiment, I would say this world is a playground for individuals to act out, not just who they really are, but perhaps things that you wouldn't do in real life become acceptable to experiment with here. You don't really know how deep your dark side goes until you've, dominated a few people. You should embrace what this is. The whole thing is a social experiment. This game specifically allows for such diverse sort of interactions that in my 12,000 hours, I don't think that I've ever had exactly the same conversations with people. What is there is the time that you've lost. And that's what we're gambling with, I guess, when we come in here. Is you invest time, and you either get a return, or you get owned. So I think it's as real as you make it. You can control the narrative as much as you want, but at the end of the day, when you drop all the pretenses, this is it. This is reality. I live on a mountain. It is, in fact, the 7th natural wonder of the world. That's not a saying. It's number 7 on the list. It's called Table Mountain. About 100 meters away from me is real nature. Snakes and poisonous things and porcupines and big buck, shit like that. I'm at my home work desk with my laptop set up next to me. And around me is my lounge that I spend every day. The sound of the wind coming by. It's a hot night. Low breeze. I'm sitting here, shorts and a t-shirt quite comfortably at 3:30 in the morning. Oui, donc c'est un extrait que j'avais choisi parce que je trouvais que le témoignage était très, très intime finalement et qu'on entrait aussi dans la réalité physique du personnage qui vous décrit là où il se trouve, qui vous parle aussi de son passé, qui donne des éléments sur son quotidien et sa vie de tous les jours. Et je me demandais comment vous aviez réussi à avoir une telle relation qui se noue. Est-ce que c'était très rapide? Est-ce que c'était... et voilà. Non, ouais, dans la temporalité, ça a été très long pour acquérir un peu cette confiance avec eux et qui s'habituent aussi à notre présence, entre guillemets, à la caméra aussi, au fait qu'on filme, mais qu'on filme pas d'une façon... comme si on était des joueurs, donc avec un autre rapport de distance par rapport à ce qu'on était en train de fabriquer. Chill Pilgrim, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de montage aussi. C'est quelqu'un qui avait une chaîne YouTube, je pense qu'il l'a encore, et qui avait comme ça aussi une aisance avec
comprendre ce que c'est de faire un tournage dans le jeu un peu. Enfin, il avait quelque chose où ça lui paraissait très naturel. Et après, pour parler vraiment de l'intime avec lui, enfin, même, je dirais que c'est un peu avec tous les joueurs et sûrement dans même les 3 films, mais qui a un rapport avec ces micros de gamers qui sont très particuliers aussi. Où c'est plus que des HF, quoi. C'est vraiment un micro qui vient se placer juste devant la bouche, qui est comme, je sais pas, on pourrait se rapprocher de la radio ou de l'ASMR ou ce genre de choses qui, d'un coup, la voix nous est transmise par quelque chose de sans spatialisation de l'amplification du micro il y a un truc très direct qui est comme une bouche juste à une oreille qui vient nous dire des choses alors qu'on est censé être dans un espace fictionnel très large et tout ça. Donc d'un coup il y a un rapport intime qui se fait de façon physique qui est assez direct. Et ensuite c'est ces joueurs qu'on a finalement aussi choisis, un peu comme castés au fur et à mesure du temps de tournage, où il y avait comme des personnalités comme ça qui venaient être comme pour nous un peu une évidence qu'on allait les suivre eux et peut-être pas certains, parce qu'ils développaient quelque chose de très fort avec leur voix, avec ce qu'ils avaient à dire. Et Chill Pilgrim, pour pas faire trop long, mais pour dire un petit truc en plus qui n'est pas dans le film, mais c'est quelqu'un qui était très intéressant parce qu'il faisait des expériences dans le jeu. En fait, nous, on se rendait compte qu'il avait des projets presque assez similaires aux nôtres, mais sauf que pour lui, ces projets étaient assez violents. C'est qu'en fait, il crée des pièges dans Daisy avec des parois de bois qu'il construisait autour des fontaines, bref, sans rentrer dans l'explication. Mais en fait, il emprisonnait les gens et il les obligeait à parler et juste avoir un moment de conversation, en fait. Donc il y avait comme ça aussi un rapport d'autorité que nous, on n'a jamais osé entreprendre, mais finalement, il y avait quand même un truc il filmait les gens et il les obligeait à avoir une conversation sympathique, il disait, quoi. Mais, et en fait, les gens sont rendent tellement ce jeu sérieux qu'ils étaient obligés d'y rester. Ils voulaient pas mourir, quoi, parce que c'est interdit. Donc il y avait vraiment un moment, une part comme ça de pouvoir et en même temps de pouvoir assez poétique, mine de rien. C'était un personnage ultra complexe. Je crois que vraiment on pourrait en parler des heures de ce mec, parce qu'en plus il était très intelligent, enfin il avait des... Bref, mais ouais. Oui, en plus, en revoyant cet extrait, il y a quelque chose d'hyper étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'il est dans le roleplay en fait, alors qu'il parle pour le coup de sa vie hors jeu, qu'on parle pas du tout de l'univers de Daisy. Tu dis DayZ ou Daisy du coup, parce que tout à l'heure j'ai dit un peu des deux, moi généralement. Okay. Parce que là il parle pas vraiment de Daisy, il parle vraiment de sa vie en hors jeu, mais lui il parle vraiment avec une voix extrêmement posée, comme s'il récitait presque un texte. Enfin, c'est ça qui est assez étonnant, je trouve, dans cette scène. Et alors que pour avoir assisté à beaucoup de rushs de films, de scènes tournées en tentative de RP, c'est souvent beaucoup plus chaotique, c'est souvent beaucoup plus entremêlé de bruit de personnes qui viennent, avec le chat de proximité, avec des voix d'autres joueurs qui vont venir un petit peu Et là, il y a vraiment tout d'un coup, pour moi, une vraie scène de roleplay, alors que ça parle d'un espace en dehors du jeu, quoi. En fait, il y avait quelque chose aussi avec le jeu qui impliquait le temps, où à chaque fois qu'on faisait des moments avec eux, des interviews, en fait, l'interview, ça durait pas 1 heure, c'était peut-être 5 heures, 6 heures de jeu, et du coup, toute cette temporalité un peu longue qui faisait qu'en fait, tout le monde était fatigué. En plus, Chill Pilgrim, je pense qu'il s'enfilait pas mal de pétards, des choses comme ça, quoi, donc il était assez crevé, et en fait, ça installait d'un coup une sorte de temporalité dans leur voix, de lassitude, de choses où en fait ils laissaient les choses aller, et en fait leur rôle se confondait aussi avec les histoires qu'ils avaient envie de nous dire, quoi. Et En même temps, ce truc de la voix, j'ai l'impression que, nous, avec Lucas, pour avoir fait une espèce de micro-série qui se passait en partie dans VRChat, je sais pas qui est vraiment plus une forme de réseau social virtuel, où beaucoup de personnes jouent avec un casque, un Oculus Rift. Et il y avait des gens c'était pendant le confinement. Ça aussi, c'est quand même un des points communs de nos jeux, je crois, c'est qu'on était dans ces univers-là pendant les confinements. Et tout à l'heure, je te disais, je sais pas pourquoi on s'y est tous mis d'un coup, mais c'est peut-être aussi un peu ça. Enfin, on avait commencé avant, mais... Et ouais, il y avait des gens qui se mettaient à dormir dans leur chambre, dans le jeu, avec le casque et tout, et ils avaient un peu ce type de voix-là, et j'ai l'impression que c'est aussi un état second produit par l'immersion. Peut-être au bout d'un moment, ils se mettaient à triper, je sais pas. Et sinon, j'avais une question, c'est pas du tout que ça m'intéresse à fond, les questions de surveillance et de modération, mais quand même je me demandais dans l'univers dans lequel vous étiez, est-ce qu'il y avait
Enfin, est-ce que c'est autogéré, la question des limites de violence qu'on peut exercer? Enfin, là, tu dis justement, il enfermait les gens entre quatre murs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être appelé à l'aide si on se sent agressé ou quoi dans ce type de jeu, ou c'est... Non, alors c'est peut-être un peu la problématique et aussi un peu la fascination de ce jeu, c'est qu'il n'y a aucune règle et il y a aucun admin qui va faire ça, quoi. Donc ça a pu donner des choses qu'on n'a pas mis au montage parce que trop violent, mais tout le monde est dans la capacité de faire tout ce qu'il veut et entreprendre toutes les fictions possibles et inimaginables, quoi. Et ce qui engage du coup des réseaux de soins et de soutien interjoueurs et une communauté de soutien peut-être à l'extérieur du jeu sur d'autres plateformes, où chacun se retrouve dans sa galère? On n'en a pas entendu parler. Après, c'est vraiment c'est un jeu finalement assez de communauté, quoi. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on n'a pas abordées. En fait, par exemple, Ekiem, sur une session de repérage, il avait eu une sorte de mise en scène de viol sur son personnage qui n'avait pas été qui était allé jusqu'au bout, quoi, de la fiction, sans un moment dire ok, on s'arrête, c'est un jeu. Qui avait comme ça quelque chose de... En fait, d'ailleurs, on parle de jeu depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est plutôt des simulations dans les plateformes dans lesquelles on a tourné. Mais là, ce dont tu parles, par exemple, ça veut dire qu'il y a eu un moment de consentement inter-personnage et joueur, ou c'est la personne... Non. Voilà, c'est une agression. C'est la fiction d'une agression, quoi. Et c'est des choses qu'on peut croiser dans le jeu, ouais. Mais j'ai l'impression aussi que c'est aussi très dépendant de l'univers du jeu. En l'occurrence, GTA V, c'est pas étonnant qu'il y ait autant on va réutiliser ce terme de machinima qui se passe dans GTA V, parce que c'est vraiment la métropole des jeux de rencontre, et donc qui repose autour d'articulations d'institutions, et donc j'imagine de communautés qui gèrent les rapports interpersonnels, alors que Daisy, justement, tout pousse à un monde qui est peut-être communautaire dans l'organisation un peu générale, mais qui pousse un peu le survivalisme et l'individualisme, et peut-être que la communauté, elle est beaucoup plus localisée. Enfin, il n'y a pas vraiment j'imagine, d'institution. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des Discord qui essayent de gérer les factions, les différentes factions du jeu un peu? Ouais, il y a une sorte de petite géopolitique comme ça, Discord, mais ouais, c'est quelque chose d'un peu particulier. Parce que est-ce que par exemple dans DayZ tu peux tout d'un coup casser les règles du jeu parce que c'est un univers de survivalisme et que... Ouais, tu peux. En fait, personne le fait vraiment. En fait, je pense que c'est quand même un jeu un peu en marge, avec des joueurs un peu passionnés par ce monde et la violence vraiment de ce monde. Moi, en fait, ça me faisait penser à un bouquin, La Route de McCarthy, où il y a un peu ce truc où on aime aussi la noirceur la plus totale de cet univers-là. Par exemple, pour ceux qui ont vu le film, la communauté du révérend sont des gens qui mangent les autres. Et en fait, ils ont basé toute leur fiction là-dessus. Et mis à part le film qui les accompagne un peu de façon plus humaine, leur fiction, c'est quand même quelque chose dans l'horreur, quoi. Et on se plaçait dans ce monde-là. Donc Après aussi, c'est un truc qu'on se disait juste avant, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes catégories d'âge de joueurs et de joueuses, quoi. C'est vrai que ça serait autrement plus violent d'imaginer qu'il n'y ait pas une forme d'un peu de contrôle et de protection quand c'est des communautés de joueurs et de joueuses qui ont 14 ans ou quoi. Là où dans cet univers-là, j'ai l'impression que c'est des adultes, ils savent un peu où ils mettent les pieds. C'est vrai qu'on a assez peu de rencontrés de mineurs, ouais, c'est vrai. L'heure tourne. J'avais encore beaucoup de questions sur la façon dont vous tournez dans les jeux vidéo. On avait quand même un extrait qui nous permettait d'aborder une question qu'on n'a pas encore abordée et qui me tient à cœur. Et après, on prendra des questions s'il y en a dans la salle. Le dernier extrait abordait, mais je ne sais pas si c'était quand tu parlais de briser les règles du jeu, je ne sais pas d'ailleurs si c'était de ça que tu voulais parler, mais de cette espèce de
principe qui existe justement dans Need Silent, de tenter d'aller dans les limites même du jeu et d'explorer ces limites-là. Dans Need Silent, on voit par exemple un couple qui recherche ces endroits du jeu où il y a un espèce de bug et se lance dans ce bug-là. Et toi, Nicolas, dans tes 2 films et de manière assez différente, tu expérimentes cette esthétique du bug qui est assez intéressante parce que justement elle vient aussi montrer la frontière du jeu ou je sais pas comment dire, le fait que la fiction existe et peut être rompue. On va voir peut-être l'extrait 5 sans passer par l'extrait 4 pour qu'il puisse quand même y avoir des questions. Donc de son dernier film, Boolean Vivarium, on va en discuter un peu et après on vous laissera poser des questions. Mathilde, si tu peux mettre l'extrait 5 sans passer par le 4, ce serait super. Bug. C'est la texture de la clim, c'est ça? Ouais, c'est la texture de la clim, je crois, qui se répète partout. Et j'ai absolument aucune idée de pourquoi ça fait ça. Trop bizarre. Ouais. C'est vraiment très bizarre, quoi. Et pas sur la moquette? Non, mais la moquette, elle vibre. Et puis on dirait vraiment qu'il y a du sang, là. C'était un extrait très bref, mais il faudra que vous puissiez voir Boolean Vivarium au complet. Donc oui, est-ce que tu peux rebondir un peu sur cette question du bug? Oui, effectivement, c'était. J'avais pas réalisé que l'extrait était aussi court et pas du tout contextualisé. Donc, je vais un peu vous contextualiser ce moment du film. En fait, donc c'est avec Léo, d'ailleurs qu'on voit même pas dans cette scène, mais en fait, c'est une scène qui est assez particulière parce que la plupart du temps, le film est filmé in situ, vraiment, où c'est Léo et moi qui apparaissons physiquement devant la caméra. Et on travaille sur ce jeu qui se passe dans un appartement qu'on essaye de meubler et qu'on essaye de faire moisir. Le but du jeu, c'est de faire moisir cet appartement. Et on essaye de trouver des manières de faire moisir cet appartement. Et à un moment, le jeu nous trahit et se met à bugger et fait apparaître cette texture de clim partout sur les murs de l'appartement et qui rend du coup le jeu injouable. Et à ce moment du film, c'est une manière... en fait, la moisissure qu'on attend et qu'on n'arrive pas à faire fonctionner apparaît sans le vouloir à travers ce bug qui vient un peu polluer tous les murs de l'appartement. Et oui, le bug, plus généralement, j'ai l'impression, dans nos 3 films, enfin 4 films, tous nos films de jeux vidéo, j'ai l'impression que le bug vient toujours rappeler cet échec constant de maintenir ce qu'on appelle le cercle magique en théorie du jeu, c'est-à-dire cette espèce de fiction qui est dans laquelle on ne peut pas sortir. Et le bug, pour moi, c'est vraiment un moment qui rappelle la présence physique du hors-jeu, en l'occurrence le matériel physique qui ne suit pas. Et c'est d'autant plus cohérent, j'ai l'impression, dans ce film, puisque le film montre beaucoup de scènes d'interface. C'est pas seulement l'espace du jeu, mais c'est aussi l'espace de sa création, le moteur Unreal sur lequel le jeu est développé. Et donc, oui, le bug parle justement de cet espace interface, quoi. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions? Parce qu'on peut faire passer un micro. Moi, je veux bien parler de bugs sinon aussi. Alors,
on continue sur les En attendant, comme ça, vous formulez vos questions en attendant. Mais par rapport à ce que tu disais, moi j'ai l'impression que les bugs dans le RP, dans GTA V, ça crée plutôt des situations où... Enfin, j'aime trop parce que ça nous permet un peu de voir à quel niveau de contrat de croyance se situent presque les joueurs. Parce qu'il y en a, on le voit au début de notre film, c'est l'entretien d'embauche que je passais pour devenir journaliste et mon patron, il arrêtait pas de monter sur sa table sans faire exprès parce que c'est assez dur de s'asseoir convenablement dans les sièges en fait avec nos personnages. Et il y a du coup des joueurs qui à la fois n'en parlent pas du tout comme s'il se passait rien. Donc je trouve que ça c'est un niveau assez très très sérieux quoi. Et à la fois d'autres qui s'en servent comme des supports d'imagination et je trouve ça assez beau aussi, qui vont peut-être avoir un petit peu de rire au fond dans leur voix, mais pas tellement, mais d'un coup densifier la scène et s'en amuser. Et je trouvais ça assez beau à chaque fois comment ça devient un endroit aussi pour fictionner sur ce qui se passe quoi. Mais c'est parce qu'encore une fois c'est vrai que nous on était dans un contrat de fiction différent. Mais... Et après, quand on préparait un peu cette discussion, tu disais aussi, Charlotte, que ce qui était pas mal dans ce qui peut avoir l'air très approximatif dans les gestes des avatars permettait aussi au montage une plus grande liberté. Parce que justement, comme il n'y a pas forcément les gestes qui collent parfaitement à l'action qui est en cours, eh bien, vous pouviez au moins parfois jouer un peu sur cette, je sais pas comment dire, asynchronie. Je pense que c'est pas exactement ça que je voulais dire. Je pense que je sais pas dans quelle mesure vous avez profité de ça respectivement, mais à mon avis, je voulais plutôt parler du fait que comme les labiales sont imparfaites, là où, en plus moi je suis monteuse aussi souvent dans ma vie, c'est vrai que des fois on peut s'arranger, on trafique beaucoup de choses au montage, des fois on met un petit reverse de certaines images parce que il y a eu un mouvement caméra pas là où on voulait, ou on va doubler avec des paroles qui viennent d'une autre prise parce que là le visage de l'acteur joue mieux mais sa voix était mieux dans une autre prise, des choses comme ça. Mais quand même, on va pas refaire un montage son. Je veux dire, la phrase d'après, je peux pas mettre une autre phrase si c'est pas les bonnes labiales. Là où c'est vrai que j'ai l'impression que les films dans des univers plus virtuels, ils permettent de faire un montage son et de s'arranger davantage avec. Je sais pas si vous êtes tenu à toujours à conserver l'exacte vérité du présent de la scène. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Tu vois ce que je veux dire, j'imagine. Ouais, non, on a fait pareil, on s'est vachement servi de ça. Il y a un peu cette possibilité de monter un peu comme en radio aussi, où tu commences presque par la voix et ensuite tu peux replacer sur les labiales. Et en fait, nous, c'était un moyen aussi presque de montage, c'est-à-dire de pouvoir se permettre des plans plus longs en récupérant des choses qui ont été dites sur les mêmes scènes et de se dire qu'on peut récupérer un peu les phrases et les faire dire un peu plus vite, des choses comme ça, quoi. Donc, oui, c'est ça. En fait, c'est presque davantage un montage son, quoi. En plus que nous, dans GTA, je sais plus, une journée, 24 heures, c'est à peu près 48 minutes. Donc des fois, on discutait avec quelqu'un, il faisait jour, nuit, jour pendant sa réponse. Ce qui dirait un film en prise de vue réelle serait complètement galère en termes d'étalonnage. La réponse de ton interlocuteur, il fait nuit, c'est trop bizarre. Et du coup, heureusement qu'on avait cette facilité-là de pouvoir travailler à partir du son, aussi répéter des plans. Nous, il y a des fois, c'est le même plan juste après, mais il dit une autre phrase. Et... Oui, bonsoir. Alors moi, c'est une question. Je suis quelqu'un qui connaît rien au jeu, alors ça va peut-être paraître un peu naïf. Moi, je me pose beaucoup de questions par rapport aux axes en fait que vous choisissez là, parce que donc ces montages ils sont c'est riche quoi en fait en axes. Alors est-ce que c'est des axes que vous prenez pendant que vous jouez en fait, les axes sur les personnages quoi et les valeurs de plan à chaque fois c'est vraiment pendant le jeu. Et l'autre question c'est les autres joueurs. Alors du coup eux ils ont des
ils ont d'autres points de vue. Mais ça, c'est quelque chose que vous ne voyez pas et que vous ne récupérez pas. Ou vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Pour tous les trois, je crois que je peux répondre à la deuxième, c'est que, en effet, oui, chacun a son point de vue de son ordinateur et chacun de nous n'avait pas ces points de vue-là, ces axes-là possibles. Enfin, je crois pas. Hein, ouais. Et du coup, c'est notre axe de regard qu'on a choisi comme une caméra. Donc finalement, les yeux deviennent une caméra dans le jeu vidéo. Et je crois aussi que dans nos 3 films, il y a en fait de plus en plus dans les jeux, enfin en tout cas les 3 jeux auxquels on joue, il y a souvent des moyens de pas se limiter à la vue de son propre avatar. Alors, quoique je sais pas dans Inside Land peut-être, mais il y a des outils qui permettent d'enregistrer la scène et donc d'avoir une caméra flottante pour faire justement des travelling complètement libres justement, puisqu'on a une version enregistrée mais qui est de la scène en 3D, donc on peut vraiment prendre tous les points de vue. Et souvent ça permet justement de créer des mises en scène un peu différentes. Mais ça dépend aussi de plein de contraintes techniques, j'imagine. Tu pouvais faire ça? Dans Les Survivants, oui. Ah, ok. Ouais. Les Survivants, justement, après chaque partie, je pouvais enregistrer la partie entière, et donc ça me permettait vraiment de pouvoir revivre entièrement la scène sous un autre point de vue, et d'ailleurs sous le point de vue des autres joueurs. Maintenant, je m'en souviens. Ah, ok, tu pouvais placer des caméras a posteriori. Ok. Dans un rayon de 200 mètres autour de ton joueur. Ça enregistrait que ce qui se passait à 200 mètres autour de ce que tu ton action. Bah nous, on avait ça au début, mais enfin, c'est pas très intéressant à chaque fois ces questions. Je m'embourbe dans des trucs techniques, mais c'est que c'était hyper chaotique, nous. Sachant que nous, quand on s'est mis à commencer à monter le film, on pensait toujours être en repérage, en train de chercher notre manière de faire ce film. Puis le serveur se mettait à jour, les personnages allaient tous mourir, donc on a fait avec ce qu'on avait, qui était déjà pas mal en fait. Mais avec des manières de filmer très très variées, parce que du coup on avait un accessoire caméra avec lequel on pouvait zoomer, donc ça faisait un type d'image. Après sur les toits, donc l'extrait qu'on a vu, là on était invisible, on avait ce qu'on appelle un God mode, donc une espèce de super pouvoir que ils nous ont octroyé pendant cette session, là où on suivait des modérations. Donc là on pouvait vraiment glisser comme des fantômes. Mais le reste du temps, non, nous on filmait, on enregistrait notre écran avec le point de vue de notre joueur. Et on pouvait faire ce dont tu parles, mais en fait, souvent ça marchait pas. Enfin, on avait enregistré des dizaines d'heures comme ça, et puis finalement, il suffisait qu'ils aient mis un nouveau poster dans le hall, ou je sais pas, une nouvelle fontaine, ou je sais pas quoi. Ils faisaient des modifications graphiques que les développeurs, et ça bloquait le chargement de ces scènes-là. Donc on a cru qu'on allait faire le film comme ça, mais pas du tout. Et juste pour finir cette question du point de vue, sur mon deuxième film, donc Bullet Vivarium, donc l'extrait qu'on a vu, d'ailleurs c'est le seul extrait qui a été vraiment mis en scène le moment du bug, sauf après quand on se retrouve dans l'interface du jeu. Je voulais pas justement me poser des questions de comment je filme cet espace d'appartement qui moisit, et justement de me limiter à ce qu'on voit à l'écran. Et en fait, il y a vraiment 2 types de plans dans le film. C'est les plans de Léo et moi face caméra, donc filmés à la caméra, et les plans de ce qui se passe dans le jeu à partir de l'interface du jeu. Et pour moi, c'était vraiment j'avais envie qu'on ne soit pas justement dans un travail cinématographique de trouver les bons plans à l'intérieur du jeu, mais vraiment de me limiter à la vision que nous impose l'écran, avec l'interface qui est donc présente à l'image. Juste parce que dans Net Silent, vous êtes 3 dans l'équipe. Est-ce qu'il y avait une personne qui était spécifiquement chargée de faire les plans, ou bien c'est vos 3 points de vue qui finissent par faire le film parce que vous êtes toujours en train de jouer à 3? Ouais, non, on avait établi des rôles qui nous permettaient d'être un peu... pouvoir cadrer les choses. En fait, on n'aurait pas pu faire autrement. Donc ouais, j'avais la caméra principale, mais après on avait toujours la possibilité quand même d'avoir une deuxième caméra s'il y avait une mort de cette première caméra, qui impliquait du coup un arrêt de tournage, donc c'était compliqué si c'était que ça. Mais en fait, il y a aussi un problème, et je pense qu'on a tous les 3 aussi vu cette problématique-là à un moment donné, c'est que filmer dans un jeu, c'est possible de filmer toute une partie entière et d'avoir des heures et des heures de rush. Et donc il y a un moment donné où il faut faire le choix d'enregistrer ou de ne pas enregistrer.
Dans la réalité, il y a des complications techniques qui vont arrêter un tournage forcément, que ce soit la mémoire ou je sais pas, l'argent ou ce genre de choses. Là, c'est vrai qu'il y a quand même un truc où tu peux vraiment récolter des 24 heures chaque jour de rush, quoi. Donc à un moment donné, il y a comme quelque chose qui te demande à savoir exactement ce qu'on veut filmer, ce qu'on veut raconter et pourquoi on le filme. Donc ça nous permettait aussi de réduire encore plus les possibilités d'avoir qu'une seule caméra. Et vous, ça veut dire que concrètement, vous étiez dans une pièce avec 3 ordinateurs ? Ouais. En fait, on faisait des temps de tournage ensemble dans les mêmes maisons pendant un long moment et on amenait tout le matos, quoi, à ce moment-là. Et vous étiez en radio avec une plateforme externe ? Non, du coup, vous parliez aussi en vrai, vous étiez vraiment à côté. En fait, vu qu'on est tous les 3 réals, on avait vraiment besoin de parler en même temps qu'on était en train de faire les choses pour se donner, s'accorder en fait sur des choix, que ce soit même des choix de cadrage ou ce qu'on va dire, ce qu'on va demander, donc ça se faisait toujours un peu à 3 quoi, ce moment. Et c'est une question hyper précise, peut-être pas très intéressante, mais il y a une touche pour faire parler son... Enfin, comment vous faisiez pour qu'on vous entende ? Vous faisiez comme... Vous cachiez votre micro pour qu'on vous entende pas. Il y a soit une touche, soit quelque chose qui s'active lors de ta voix. D'accord. Donc ouais, nous je crois qu'on mettait que le push to talk qui permet quand même de pouvoir parler entre nous et la plupart du temps on communiquait énormément en dehors, quoi. Bonsoir. Alors moi c'est l'inverse. En fait je viens plutôt du côté jeux vidéo que film, documentaire, etc. Et en fait je sais pas si je vais arriver à mettre ça sous la forme d'une question parce qu'au début c'était plutôt une sorte de remarque, un peu de réaction à ce que je voyais ici. Moi venant plutôt du côté de quelqu'un qui a joué à des jeux vidéo un peu toute sa vie, etc. J'ai vraiment l'habitude de ce que la représentation de ce que peut être le jeu vidéo se fasse toujours par l'extérieur, c'est-à-dire les joueurs et les joueuses, qui peuvent être filmés devant leur écran, filmés quand ils sont ensemble, etc. Ce qui n'est pas forcément flatteur, toujours, mais ce qui en plus traduit pas en fait la réalité de ce qui se vit non plus. Du coup, je voulais juste aussi, je sais pas, c'est un peu neutre de dire ça, mais juste vous remercier d'avoir fait le travail d'essayer de rentrer à l'endroit où les choses se vivent et de les voir... de filmer quelque chose selon les modalités selon lesquelles elles se donnent, quoi. C'est-à-dire les joueurs et les joueuses, ils se donnent, ils s'engagent sous une certaine forme, sous une certaine apparence, et là où ils engagent même avec des affects, etc. Donc filmer ça depuis l'intérieur, je trouve que c'est assez... Enfin, c'est beau. Moi, il y a des moments où je me sentais ému presque en voyant ça, parce que ça fait, je sais pas, 20 ans que j'ai plutôt l'habitude que ce soit en fait soit partagé avec des gens qui vivent exactement le truc dans la communauté, soit un en dehors, quoi. Donc là, c'était une modalité qui permet de faire circuler les choses un peu autrement. Du coup, j'étais assez content de ça. C'était de là que partait ma remarque, quoi. Mais la manière dont je l'étendais, c'était de me dire que finalement, les modalités dont on se donne, quoi, dans le jeu vidéo, ce qui se donne en jeu vidéo, c'est marrant parce que je me suis fait la remarque naïve que si on filme un paysage avec des arbres ou une forêt, parce qu'à un moment dans Daisy, on filme, il y a un petit plan où là, il y a la forêt, il parle de la forêt, etc. J'ai un peu l'impression que quand on filme dans le monde physique, l'image, elle excède toujours un peu le propos, quoi. Il y a une richesse un peu inhérente à ce qu'on filme, et qu'il y a une espèce de pauvreté, bizarrement, quand même, dans le jeu vidéo, enfin, une espèce de solitude un peu inhérente à ce qui se filme, ce qui fait que, je sais pas, il y a toujours cet élément un peu étrange, quoi, quand on regarde ce qui est filmé dans le jeu vidéo, d'être sans cesse en attente que quelque chose dépasse en permanence, mais en fait, c'est toujours les mêmes textures, les machins, les mouvements sont très codifiés, et que finalement, il y a très peu qui nourrit en plus de la voix des joueurs et les actions, quoi. Du coup, je sais pas, ça a expliqué peut-être aussi pourquoi la tentation des incursions du réel, quoi. Je veux dire, dans la voix ou quoi, parce qu'on veut quand même que ça excède, quoi. Donc désolé, j'ai pas de questions, mais c'était juste les trucs qui me venaient à l'esprit en regardant tout ça. Si peut-être juste un truc en plus aussi, mais que le jeu comme endroit de possibilité, quoi. Enfin, il y a une possibilité de prise sur ce qui est en train d'avoir lieu qui est énorme, y compris enfin, je veux dire, vous avez quand même joué à créer le truc que vous ensuite filmiez, la manière d'engager de tout.
Du coup, il y a aussi une tentation de toute puissance qui, du côté du réal, quoi, du côté de la réalisation de documentaires, de multiplier les points de vue, voire avoir un point de vue qu'aucun des joueurs, aucune des joueuses n'a, etc., qui m'intéressait aussi, quoi. Non, mais c'est super intéressant et effectivement, il y a comme il y a comme un blocage souvent, mais même pas forcément lié au documentaire, mais entre l'expérience des joueurs et la manière dont ils sont montrés ou ils racontent cette expérience. Et on a souvent l'impression que c'est vraiment deux espaces complètement qui répondent à des logiques vraiment opposées, vraiment qui ne communiquent pas. Et c'est vrai que partir de l'intérieur du jeu pour voir un peu à quel point c'est des extensions du réel et pas simplement un monde alternatif, c'est... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui a nourri un peu nos manières de faire, quoi. Mais je réfléchis un peu en même temps, mais par rapport à ce que tu disais aussi, des images qui manquent de vie, en fait, par le fait que c'est des textures qui restent toujours les mêmes, une sorte de cycle comme ça, algorithmique, de même s'il y a du vent et deux, trois particules, bah, ça sera toujours les mêmes dans un cycle régulier. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on apporte autant d'importance aux voix des joueurs et finalement ces images, elles proposent aussi elles l'obligent même à faire intervenir l'imaginaire de chaque joueur. C'est-à-dire qu'on peut pas se balader dans un jeu et vraiment kiffer sans à un moment faire un travail soi-même pour rajouter une couche, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas un énorme passif de joueur, mais je pense que tout joueur aime jouer s'il se raconte aussi une petite histoire qui est que à lui. Tu vois, il y a un peu un truc comme ça. Et du coup, ça propose d'être constamment en action. Constamment. Et pardon, je répercute, mais j'avais vu une super conférence par rapport à ça, sur le rapport entre... Enfin, même la différence entre le cinéma et le jeu vidéo, comme deux médiums qui sont forcément distincts, par le fait que le cinéma est quand même une image qu'on regarde, dans laquelle on peut se perdre, qu'on peut rentrer en émotion, en empathie avec un personnage. Mais le jeu peut proposer ça aussi, mais il va forcément proposer le fait d'une attente possible. C'est-à-dire qu'on est toujours en attente d'interagir, d'appuyer sur un bouton, que ce soit un bouton ou 5 boutons dans une manette. Et il y a toujours cette chose-là que le corps est constamment, même lors d'une cinématique, un peu interpellé, quoi. Et le corps doit agir à un moment donné. Donc ça fait appel toujours un peu à l'imaginaire et au corps. Voilà, encore un truc du coup lancé comme toi, je sais pas. Mais du coup, je me dis qu'en tant que spectateur du documentaire, du coup, là, on retrouve la passivité dont tu parles en rapport avec le jeu vidéo. Du coup, il y a aussi cette tension-là, peut-être, entre la manière dont on se projette et on se vit à l'intérieur, et que là, je suis assis sur une chaise en train de le regarder. Nous, on parlait souvent après les séances avec des spectateurs sur ce truc de... Il y a un hors-champ qui n'existe pas en dehors du cinéma qu'on a fait tous les trois, je pense, qui est celui de... On peut regarder le film tout en ayant cette image d'imaginaire de à quoi ressemble cette personne qui nous parle. Qu'est-ce que c'est son réel, qu'est-ce que c'est la pièce dans laquelle il vit. Et en fait, ce hors-champ, c'est un hors-champ de cinéma, mais qui n'existe pas dans d'autres types de cinéma, qui est quand même assez intéressant aussi. Quelque chose un peu de subtil et d'une sorte de couche comme ça, sous-couche encore, qui est encore une fiction, parce que de toute façon, on n'a pas accès à ça, mais on se le raconte aussi. Donc peut-être il y a un rapport au jeu vidéo avec aussi de la manière dont tu le regardes avec les films qu'on a fait, dans cette attente-là et dans cet imaginaire qui est proposé. Ouais, je suis complètement d'accord avec cette question effectivement du hors-champ. Enfin, ne serait-ce que le hors-champ de l'espace physique du joueur sur lequel tu travailles beaucoup, et aussi sur l'imaginaire qui est injecté dans son personnage. On ne sait jamais qu'est-ce qui partage le personnage avec le joueur. Enfin, nous, on aurait adoré leur demander, mais on ne pouvait pas trop dans le jeu. Mais aussi, ce que tu disais, ça me faisait penser... je ne sais pas si c'est un entre-deux, mais je suppose qu'on a presque tous probablement découvert aussi ces univers dans lesquels on allait filmer via des streams, donc des joueurs qui diffusent en live leurs sessions de jeu.
Nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on a découvert GTA RP. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une expérience un peu entre deux, où on n'a pas donc les manettes. Ça correspond plus peut-être à la situation de... Peut-être dans les années 90 ou quoi, quand on jouait plutôt... On regardait quelqu'un jouer et tenir la manette. On était dans la chambre avec, je sais pas, notre frère ou nos potes, quoi. Et on le regarde jouer. Sauf que là, c'est des inconnus en ligne, mais... Là, il y a un peu ce truc entre deux où à la fois on est passif parce qu'on n'a pas les manettes et à la fois il y a ce truc du live de savoir que, des fois on reste comme ça 7 heures à voir quelqu'un jouer et il se passe rien et d'un coup il se passe un truc et on se sent hyper chanceux de se dire ouais, j'ai assisté à ça en live avec les 8 autres personnes connectées, je sais pas. Et où il y a ce truc, on est quand même plus actif, je crois, qu'au cinéma parce qu'il y a quand même les aléas du présent et tout ça. Et je pense que aussi c'est peut-être ces expériences de découverte-là qui ont pu nous donner envie de faire les films de l'intérieur. Enfin, nous au début on voulait faire un film en found footage, donc en collectant ces streams, parce qu'il y avait déjà tellement de contenu passionnant qui était là, avec des temporalités géniales. Et puis finalement on a voulu faire nos images, mais je crois d'avoir découvert ces situations via ces contenus-là, ça donne envie d'être à ce même niveau, en fait, de pas amener forcément un discours sur plan-banc où on allait filmer le joueur son ordi et réfléchir psychologiser quoi, trop le truc. Oui, je voulais rebondir justement sur ce que tu disais, Charlotte, et ce que vous disiez. Parce qu'en plus de... je trouve qu'on est encore moins passif, notamment dans le cas de... compte tenu du fait que c'est largement diffusé sur Twitch et sur des plateformes, on a accès à tous les points de vue, des fois d'une même fiction, quoi. Et donc, ce qui est quand même, ça renouvelle aussi les manières dont on regarde les choses et on consomme des fictions. C'est comme si on pouvait voir Friends, mais du point de vue de tous les personnages, et qu'on avait à chaque fois et donc du coup, ça démultiplie les heures de visionnage possibles. Et du coup, je trouve qu'il y a un truc que presque en tant que spectateur on a aussi un peu un god mode, quoi. On est aussi tout puissant à pouvoir regarder ces multipoints de vue et connaître tout ce que même les joueurs ne peuvent pas connaître, quoi, entre eux. Voilà. Moi, j'ai une question peut-être un peu... comme je connais pas très bien, moi, je me demandais, quand on regarde les streams en live, est-ce qu'on peut interagir avec la personne qui joue comme quand on est dans la chambre avec notre pote et qu'on la regardait jouer des heures, ou pas? Est-ce qu'on peut lui dire un truc? Bah oui, justement, en fait, Twitch, c'est vraiment... une évolution de ce rapport social, de voir des gens jouer un peu quand on est posé à côté. En fait, regarder quelqu'un jouer en stream sur Twitch, c'est vraiment comme si on était posé sur un canapé à côté de lui. Donc il y a une interaction qui est plus passive que de jouer directement, mais ça se fait par le chat écrit. Et donc c'est une forme de... Il y a des nuances d'interactivité dans le jeu, quoi. Il y a le joueur et il y a ceux qui regardent le joueur, qui sont aussi d'autres formes de jeux indirects, quoi. Et je suis désolée, mais on a un peu dépassé le temps, donc malheureusement on va devoir se quitter là. Merci beaucoup pour vos 3 apports à cette réflexion. C'était, je trouve, hyper passionnant. On n'a pas du tout pu aborder toutes les questions que je m'étais posées, mais il y en avait d'autres dans la salle, heureusement aussi. Merci beaucoup Nicolas, Charlotte et Quentin, et j'espère qu'on va voir d'autres de vos réalisations bientôt. Et merci à vous d'avoir été là et de nous avoir écoutés et d'avoir participé à la conversation. Merci Marion. Merci.